Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout bascule en une seule soirée. Des instants où la vérité éclate comme un feu d'artifice, où les manipulations de toute une famille s'effondrent d'un coup et où la justice reprend enfin ses droits. Ce 24 décembre 2019, pendant le réveillon de Noël chez mes parents à Lyon, j'ai vécu ce moment-là. Et franchement, jamais je n'aurais imaginé que l'humiliation suprême se transformerait en mon plus grand triomphe. Je m'appelle Léa. J'ai 32 ans aujourd'hui. Les cheveux blonds, vraiment blonds. Ce blond presque platine qui attire toujours les regards. Et un parcours qui ferait pâlir n'importe quel conseiller de la caisse d'épargne. Mais il y a 5 ans, j'étais juste la nièce invisible. Celle qu'on ridiculisait à chaque repas de famille. Celle dont on se moquait ouvertement parce qu'elle n'avait rien réussi dans la vie. Mon oncle Patrick, surtout, adorait me rabaisser. Un homme imposant, la voix forte, toujours vêtu de ses costumes italiens hors de prix, qui se vantait de ses investissements dans LVMH et Total Energy, comme si c'était lui qui avait fondé ces entreprises. Ce soir-là, la grande maison familiale à Écully sentait le sapin et la dinde au marron. Mes parents avaient sorti la porcelaine de Limoges, celle qu'on ne touche que pour les grandes occasions. Toute la famille était là, mes parents, mon oncle Patrick et sa femme Véronique, ma cousine Chloé avec son mari banquier, mon frère Mathieu et sa fiancée. Et moi, Léa, assise au bout de la table comme toujours, dans ma robe H&M à 30 €, avec mes économies de misère sur mon livret A qui plafonnait à 1 200 €. Le dîner avançait normalement jusqu'à ce que mon oncle lève son verre de Château Margaux et lance, avec ce sourire condescendant que je connaissais trop bien, « Alors Léa, toujours dans ton petit appartement à Villeurbanne? Ça? Tu sais, ma fille Chloé vient d'acheter un 3 pièces dans le 6e arrondissement. Mais bon, toi tu préfères rester modeste, c'est ça ?» Tout le monde a ri. Pas un rire franc, tu vois, mais ce rire gêné qui fait encore plus mal. Ma mère a baissé les yeux, mon père a toussé. Franchement, j'aurais voulu disparaître sous la table. Mais je me suis contentée de sourire, comme d'habitude, en avalant ma bouchée de foie gras qui avait soudain le goût de l'humiliation. « Tu sais, Patrick, » j'ai dit doucement, « je fais ce que je peux avec mon salaire de prof de primaire. On ne peut pas tous être cadres supérieurs. » Justement, il a explosé en frappant la table du plat de la main. « C'est ça ton problème, Léa. Tu te contentes de peu. Regarde-moi. J'ai commencé plombier et aujourd'hui je possède 3 appartements à louer. C'est une question de volonté, de domination du marché. Pas de salaire. Mais toi, tu préfères te plaindre et jouer les victimes. Cette vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Mais ce soir-là, je ne savais pas encore à quel point cette expression allait devenir ma réalité. 20 minutes plus tard, alors qu'on attaquait la bûche au chocolat, le téléphone de mon père a sonné. Il a décroché, son visage s'est décomposé et il a murmuré « Quoi? Mais c'est impossible !» Toute la tablée s'est tue. Mon oncle Patrick a arrêté de mâcher, sa fourchette suspendue en l'air. Papa a raccroché lentement, ses mains tremblaient légèrement. C'était Maître Dubois. Il a annoncé d'une voix blanche. Grand-père Armand est décédé ce matin. Il avait demandé que son testament soit lu ce soir, pendant le réveillon. Mon grand-père paternel, Armand Mercier, un homme discret, ancien comptable, qui vivait seul dans sa petite maison à Tassin-la-de-Miline depuis la mort de mamie. On le voyait peu, il préférait sa solitude et ses livres de philosophie. Mais il m'avait toujours regardé différemment des autres, avec une sorte de fierté silencieuse que je n'avais jamais comprise. Papa a ouvert son ordinateur portable, les mains toujours tremblantes. Maître Dubois lui avait envoyé le testament par email avec instruction de le lire devant toute la famille. Le silence dans la salle à manger était devenu pesant, presque étouffant. On entendait juste le tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir. Mon père a commencé à lire « Moi, Armand Mercier, saint de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de mes biens, y compris ma maison, mes économies, mes investissements et mon portefeuille d'actions, à ma petite fille, Léa Mercier. » Le choc. Tu vois, c'est ouf comme la vie peut basculer en une phrase. Mon oncle Patrick s'est étranglé avec sa bûche. Littéralement. Ma cousine Chloé a lâché sa coupe de champagne qui s'est fracassée sur le parquet ciré. Véronique
La femme de Patrick est devenue livide. « C'est quoi cette blague ?» a bégayé mon oncle, le visage cramoisé. « Papa n'avait rien, il vivait chichement, il n'y a rien à hériter. » Mais mon père continuait de lire, la voix de plus en plus incrédule. « Mon patrimoine se compose comme suit. La maison de Tassin, d'une valeur estimée à 450 000 €. Un portefeuille d'actions diversifié, LVMH, Total Energy, Air Liquide. Schneider Electric, d'une valeur de 780 000 €. Un PEA avec ETF World, accumulant depuis 30 ans, valeur actuelle de 520 000 €, et 300 000 € répartis entre un compte Boursorama et des obligations d'État. Du coup, le calcul était simple, même pour moi qui déteste les maths. Près de 2 millions d'euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon oncle Patrick, celui qui m'humiliait depuis des années, celui qui se vantait de ses 3 appartements miteux dans la banlieue de Lyon, venait de réaliser que sa nièce ratée venait d'hériter d'une fortune qu'il n'aurait jamais. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent. Mais ce n'était pas tout. Mon père a continué et là, franchement, j'ai cru m'évanouir. Je lègue tout à Léa car elle est la seule de mes petits-enfants à avoir compris la vraie valeur de l'argent. Contrairement aux autres, elle n'a jamais demandé, jamais réclamé, jamais manipulé. Elle a vécu modestement par nécessité, certes, mais surtout par intégrité. J'ai observé pendant des années comment Patrick et ses enfants me traitaient comme un distributeur automatique, me harcelant pour des prêts qu'ils ne remboursaient jamais, méprisant mes conseils financiers. Léa, elle, venait me voir pour parler de livres, de la vie, de ses élèves. Elle ne savait pas que j'avais de l'argent. Personne ne le savait. Et c'est exactement pourquoi elle mérite tout. La révélation a frappé la table comme une bombe atomique. Mon oncle s'est levé brusquement, renversant sa chaise. « C'est de la manipulation. Il n'était plus sain d'esprit. On va contester. »« Bonne chance, » a répondu calmement mon père, toujours en lisant. Le testament a été rédigé il y a 3 ans, validé par Maître Dubois, et grand-père a passé un examen médical complet attestant de sa parfaite santé mentale. De plus, il a joint une lettre manuscrite de 15 pages détaillant ses raisons, avec copie de tous les SMS et emails où Patrick lui réclamait de l'argent ces 10 dernières années. Le collapso de mon oncle était total. Ses manipulations, ses mensonges, sa domination apparente sur la famille, tout s'effondrait. Véronique pleurait, Chloé fixait le vide, et Mathieu, mon frère, me regardait avec un mélange de stupeur et de respect. « Tu savais ?» m'a demandé maman, les larmes aux yeux. « Absolument pas », j'ai murmuré, encore sous le choc. Je pensais que grand-père n'avait que sa retraite de base. Il vivait si simplement. C'était son choix, a expliqué papa. Il disait toujours que le vrai test du caractère, c'est comment on traite les gens qu'on croit pauvres. Mon oncle Patrick, rouge de rage, s'est approché de moi, menaçant. « Tu as dû le manipuler, sale petite garce, pendant toutes ces visites soi-disant innocentes. C'était de la sabotage, de l'intimidation psychologique sur un vieillard. » Franchement, j'en avais assez. Je me suis levée. Toute ma vie d'humiliation remontant d'un coup. « Patrick, arrête. Tu veux savoir la vérité ?» J'allais voir grand-père parce que c'était le seul membre de cette famille qui ne me jugeait pas. Le seul qui me faisait pas sentir comme une ratée. Tu passes ton temps à cracher sur les pauvres, sur les profs, sur tous ceux qui ne roulent pas en Audi comme toi. Et tu voudrais que je pleure pour toi maintenant ? Le confronto était surréaliste. Toute la famille me regardait comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre. Mais en réalité, j'étais juste devenue celle que j'aurais toujours dû être. Quelqu'un qui se respecte. De plus, a ajouté mon père avec un petit sourire. Le premier sourire de la soirée. Le testament précise que si quiconque conteste, Léa est autorisée à publier toute la correspondance entre Patrick et grand-père. Je cite, y compris les menaces voilées, les accusations de sénilité quand il refusait de prêter de l'argent et les tentatives répétées de le faire changer son assurance vie à votre profit. La traîtrise de mon oncle est allée au grand jour.
les conséquences de ces années de manipulation. La justice, enfin. Patrick et sa famille sont partis dans un fracas de portière. Ma cousine m'a lancé un « tu ne mérites rien » avant de claquer la porte. Le réveillon était terminé, mais ma nouvelle vie venait de commencer. Les semaines qui ont suivi ont été surréalistes. J'ai rencontré Maître Dubois dans son cabinet du 2e arrondissement. Un homme élégant aux tempes grisonnantes, qui m'a remis une clé USB. Votre grand-père a enregistré une vidéo pour vous. Il voulait que vous la regardiez seul. Ce soir-là, dans mon petit studio de Villeurbanne, j'ai ouvert le fichier. Le visage de grand-père Armand est apparu à l'écran, filmé dans son salon que je connaissais si bien, avec ses bibliothèques débordantes de livres. « Ma petite Léa », il a commencé, sa voix douce et posée. « Si tu regardes cette vidéo, c'est que je ne suis plus là. Mais je veux que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce choix. Tu sais, j'ai commencé à investir en bourse dans les années 80. Pas par avidité, mais par curiosité intellectuelle. Je lisais Benjamin Graham, Peter Lynch, je calculais les ratios financiers comme d'autres font des mots croisés. Personne dans la famille ne le savait. Ils me croyaient pauvre parce que je ne dépensais pas. Mais Léa, être riche et paraître riche sont deux choses opposées. Il a souri, ce sourire malicieux que j'adorais. Tu viens me voir depuis que tu es petite. Tu me parlais de tes élèves, de leurs progrès, de cette petite Amina qui a enfin réussi à lire, de ce Thomas qui avait des problèmes à la maison. Tu ne m'as jamais demandé d'argent. Même quand ton lave-linge est tombé en panne et que tu as dû aller à la laverie pendant 6 mois. Je le savais, tu sais. Et ça m'a brisé le cœur. Mais ça m'a aussi prouvé qui tu étais vraiment. Les larmes coulaient sur mes joues. Il a continué. J'ai vu Patrick et les autres me traiter comme un distributeur. « Papa, j'ai besoin de 5 000 pour rénover. Papa, prête-moi 10 000 pour mon projet. » Jamais remboursé. Jamais un merci sincère. Juste de l'intimidation et des reproches si je refusais. Alors j'ai décidé que ma vraie richesse irait à celle qui n'en avait pas besoin émotionnellement. À celle qui serait capable de la gérer avec sagesse. Il s'est penché vers la caméra. « Maintenant, écoute-moi bien ma chérie. Cet argent n'est pas une fin. C'est un outil. Tu as 2 choix. Le gaspiller en te vengeant stupidement. Belle voiture, gros appartement pour frimer. Ou l'utiliser pour construire une vraie liberté. Je te conseille la seconde option. Voici ce que je ferai à ta place. » Et pendant 40 minutes, mon grand-père m'a donné le cours de finances personnelles le plus précieux de ma vie. J'ai tout noté, tout enregistré dans ma tête et dans mon cœur. Le lendemain, j'ai commencé à agir. Pas d'argent stupide, pas de BMW pour rouler devant chez Patrick. Non, quelque chose de bien plus intelligent. D'abord, j'ai rencontré 3 conseillers en gestion de patrimoine différents. Un chez Crédit Agricole, un indépendant et un chez Boursorama. J'ai écouté, comparé, appris. Ben oui, parce que 2 millions, c'est génial, mais si tu ne sais pas les gérer, ça part en fumée. Tu vois, c'est comme gagner au loto. 80% des gagnants sont ruinés en 5 ans. Je ne voulais pas être cette statistique. J'ai vendu la maison de grand-père. Trop grande pour moi, trop de souvenirs, pour 470 000 € finalement. Avec ça et le cash disponible, j'avais environ 800 000 € liquides. Le reste était déjà investi intelligemment. Voilà ce que j'ai fait. Et franchement, si tu es face à une somme d'argent importante un jour, note bien ça. Soit environ 12 000 € placés sur un livret A et un LDDS. Accessible immédiatement si besoin. Ça c'est la base, le matelas de sécurité qui te permet de dormir tranquille. Deuxièmement, j'ai acheté comptant. Oui, comptant. Un appartement de 60 mètres carrés dans le 3e arrondissement de Lyon. 280 000 €. Pas de crédit, pas d'intérêt à payer. Ma résidence principale, mon sanctuaire. Du coup, plus de loyer, juste les charges et la taxe foncière. Économie mensuelle, 1 200 €. P et P et P. Troisièmement, le gros du patrimoine, le portefeuille d'actions de grand-père, je n'y ai pas touché. Pourquoi? Parce que ces actions de LVMH achetées en 1995 ont été multipliées par 15. Les Total Energy par 8. Vendre aurait déclenché une taxation massive sur les plus-values. Au lieu de ça, j'ai juste réorganisé un peu,
diversifié avec quelques ETF monde via mon PEA, et j'ai laissé le temps faire son travail. Quatrièmement, j'ai investi 200 000 € dans un portefeuille locatif intelligent, 2 studios à Villeurbanne, quartier en pleine réhabilitation, acheté à bon prix. Rendement locatif brut, 6,5%. Après charges et impôts, ça me fait environ 1 000 € de revenus passifs mensuels. Tu vois, la vraie richesse, c'est pas l'argent que tu as. C'est l'argent qui travaille pour toi pendant que tu dors. Cinquièmement, et c'est là que ça devient intéressant, j'ai gardé 150 000 € sur un compte Boursorama comme argent de projet. Pas pour me venger, pas pour frimer, mais pour construire. 6 mois après l'héritage, en juin 2020, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Pas par mépris du métier, j'adorais mes élèves, mais parce que j'avais enfin la liberté de suivre un autre rêve. Ouvrir une école alternative basée sur la pédagogie Montessori et l'éducation financière pour enfants. Tu vois, personne n'apprend à gérer l'argent à l'école. On t'enseigne Pythagore, mais pas comment fonctionne un crédit immobilier. C'est dingue, non? J'ai loué un local à Caluire-et-Cuire, embauché 2 anciennes collègues qui partageaient ma vision, et en septembre 2020, l'école Armand, oui, en hommage à mon grand-père, a ouvert ses portes. 15 élèves la première année. Tarif adapté aux revenus des familles grâce à mes revenus passifs qui couvraient mes besoins personnels. La rédemption, tu vois, c'est pas écraser les autres. C'est devenir la meilleure version de toi-même. Pendant ce temps, mon oncle Patrick enchaînait les catastrophes. J'ai appris par Mathieu, mon frère et moi nous sommes rapprochés depuis, que Patrick avait surinvesti dans l'immobilier avec des crédits à taux variables. Quand les taux ont grimpé en 2022, il s'est retrouvé étranglé. Il a dû vendre 2 de ses 3 appartements pour éponger ses dettes. Sa domination apparente, son pouvoir dans la famille, tout son empire construit sur du sable s'est effondré. Chloé, ma cousine, a divorcé. Son mari banquier l'a quittée pour une collègue. Elle s'est retrouvée seule avec un crédit immobilier monstrueux sur ce fameux 3 pièces du 6e dont elle était si fière. Et moi, tranquillement, j'ai construit ma vie. J'ai rencontré Thomas, un architecte doux et intelligent, lors d'une conférence sur l'habitat écologique. On s'est mariés en juin 2022, une petite cérémonie à Tassin, dans le jardin de ce qui était la maison de grand-père. Mes parents étaient là, évidemment, Mathieu était mon témoin, Patrick et sa famille n'ont pas été invités. Pas par vengeance, mais simplement parce que je n'avais pas besoin de leur toxicité dans ma nouvelle vie. Aujourd'hui, en décembre 2024, l'école Armand accueille 75 élèves. On leur enseigne la lecture, les maths, les sciences, mais aussi comment fonctionne un budget familial, ce qu'est un investissement, pourquoi épargner une partie de son argent de poche. Des enfants de 8 ans qui me parlent d'intérêts composés, franchement, c'est ouf et magnifique à la fois. Mon portefeuille d'actions a continué de croître. Avec les dividendes réinvestis automatiquement et la hausse du marché, il avoisine aujourd'hui 1 200 000 €. Mes studios sont toujours loués, sans vacances locatives. Mon appartement a pris 30% de valeur. Mais tu sais quoi? Je m'en fous un peu. Parce que le vrai triomphe, ce n'est pas le chiffre sur mon compte en banque. Le vrai triomphe, c'est cette liberté, cette absence totale de stress financier. C'est de me réveiller le matin et de choisir comment occuper ma journée. C'est de voir Thomas dessiner tranquillement dans son atelier, pendant que je prépare mes cours. C'est de pouvoir aider financièrement mes élèves, dont les familles galèrent, anonymement, sans qu'ils sachent que c'est moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en octobre dernier, j'ai eu une visite inattendue. On était dimanche après-midi, j'étais dans mon salon, en train de lire L'homme le plus riche de Babylone, un classique de l'éducation financière que je recommande à tous mes élèves parents, quand on a sonné. J'ai ouvert, et là, devant ma porte, se tenait mon oncle Patrick. Il avait vieilli, beaucoup. Les cheveux grisonnants, le visage creusé, les épaules voûtées. Plus de costume italien. Juste un jean et une veste délavée. Il m'a regardé avec des yeux que je ne lui connaissais pas. Des yeux humbles, presque suppliants. « Léa, » il a murmuré, « est-ce que je peux te parler ?» J'aurais pu claquer la porte. J'aurais pu lui jeter à la figure toutes les humiliations qu'il m'avait fait subir. Mais tu vois,
La vraie victoire, ce n'est pas la cruauté, c'est la dignité. Je l'ai fait entrer. Je lui ai servi un café. On s'est assis face à face dans mon salon lumineux, avec vue sur le Rhône. Le silence était pesant. Je suis venue te demander pardon. Il a fini par lâcher, la voix cassée. Pour tout. Pour toutes ces années où je t'ai rabaissé, humilié, traité comme si tu ne valais rien. J'étais tellement aveuglée par mon ego, par ce besoin maladif de dominer, de paraître supérieur. Et regarde où ça m'a mené. Ruiné, détesté par mes propres enfants. Seul. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Ton grand-père avait raison sur tout. J'ai passé ma vie à accumuler des choses, des biens, des preuves de ma réussite. Mais je n'ai jamais construit de vraies relations. J'ai manipulé, menti, écrasé les autres pour me sentir puissant. Et maintenant je n'ai plus rien. Même Véronique m'a quitté. Il a relevé la tête vers moi. Tu aurais tous les droits de me jeter dehors, de savourer ta vengeance. Mais je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard peut-être. Mais j'ai compris. On est resté silencieux un long moment. Puis j'ai parlé, calmement. Patrick, je ne vais pas te mentir en disant que ça ne m'a pas fait mal. Pendant des années, j'ai douté de moi à cause de tes remarques. Je me demandais si j'étais vraiment une ratée, si ma vie n'avait vraiment aucune valeur. Mais grand-père m'a appris quelque chose de fondamental. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Elle se mesure à son intégrité, à sa gentillesse, à sa capacité à élever les autres plutôt qu'à les rabaisser. J'ai souri doucement. Tu veux savoir le secret de grand-père? Il n'a jamais cherché la richesse pour dominer. Il l'a construite patiemment, intelligemment, comme un jardinier cultive son potager. Et il me l'a transmise parce qu'il savait que je ne la transformerais pas en outil de pouvoir, mais en outil de liberté et de contribution. Patrick hochait la tête, incapable de parler. « Je te pardonne », j'ai dit. Et en prononçant ces mots, j'ai senti un poids immense se lever de mes épaules. Pas pour toi, pour moi. Parce que garder cette rancœur serait me faire encore du mal. Mais comprends bien, te pardonner ne veut pas dire oublier ou redevenir proche. Ça veut juste dire que je refuse de te laisser occuper mon espace mental gratuitement. Il a hoché la tête encore, a fini son café en silence et s'est levé pour partir. Sur le pas de la porte, il s'est retourné. Tu es devenu ce que j'aurais dû être. Et franchement, je suis fier de toi. Même si je n'ai aucun droit de l'être. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais Mathieu m'a dit qu'il a commencé à suivre des thérapies, qu'il essaie de reconstruire sa relation avec Chloé, qu'il a trouvé un petit boulot dans une quincaillerie. Il ne sera jamais riche à nouveau, mais peut-être, juste peut-être, il trouvera ce qui compte vraiment. Alors voilà, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te reconnais dans la vieille Léa, celle qu'on rabaisse, qu'on humilie, qu'on traite comme une moins que rien, je veux que tu entendes ça. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Jamais. Les manipulations, les intimidations, les humiliations des autres révèlent leurs propres failles, pas les tiennes. Et si tu rêves de liberté financière, sache qu'elle n'arrive pas par magie. Elle se construit, brique par brique, décision par décision. Tu n'as pas besoin d'hériter de 2 millions pour commencer. Tu peux commencer aujourd'hui avec 10 € par mois sur un PEA. Ouvre l'application Linkso ou Bankin, regarde où part ton argent, identifie les fuites. Coupe un abonnement inutile, mets de côté ne serait-ce que 5% de ton salaire. Achète un ETF World sur Boursorama ou DEGIRO. Lis Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, l'homme le plus riche de Babylone de Georges S. Clason. Éduque-toi sur les intérêts composés, sur la différence entre actif et passif, sur la vraie définition de la richesse. La sabotage de ta réussite ne vient pas des autres, en réalité. Elle vient de tes propres croyances limitantes. Je n'y arriverai jamais. C'est trop compliqué. La bourse, c'est que pour les riches. Toutes des mentiras que notre cerveau nous raconte pour éviter l'inconfort du changement. La vérité, la vraie, c'est que l'éducation financière est le plus grand facteur d'égalité sociale qui existe.
Un enfant de famille modeste qui comprend comment fonctionne l'argent a infiniment plus de chances de s'en sortir qu'un enfant riche qui ne comprend rien. C'est pour ça que j'enseigne ces concepts à mes élèves de CE2. Parce que personne ne devrait arriver à 30 ans sans savoir ce qu'est un taux d'intérêt ou comment fonctionnent les impôts. Tu sais, le démascarement que j'ai vécu ce soir de réveillon, voir mon oncle tout-puissant s'effondrer quand la vérité a éclaté, m'a appris que les apparences mentent toujours. Celui qui roule en Audi Q7 a peut-être un crédit à la consommation qui l'étrangle. Celui qui affiche ses vacances aux Maldives sur Instagram vit peut-être à découvert 11 mois sur 12. Et celui qu'on croit pauvre parce qu'il roule en Clio peut avoir 1 million sur son PEA. Grand-père Armand incarnait cette philosophie que les anglo-saxons appellent « stealth wealth », la richesse discrète. Construire son patrimoine en silence, sans le montrer, sans le crier sur les toits. Parce que la vraie sécurité financière, c'est celle que personne ne peut te jalouser, te manipuler pour te l'arracher ou t'humilier pour te la faire perdre. Aujourd'hui, quand j'enseigne à mes élèves, je leur raconte parfois une version adaptée de mon histoire. Je leur parle de cette petite fille blonde qui se croyait nulle parce qu'on le lui répétait et qui a découvert que la vraie richesse était en elle depuis le début. Je leur explique que l'argent n'est qu'un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, il te rendra plus généreux. Si tu es mesquin, il te rendra insupportable. Si tu es sage, il te donnera la liberté de déployer cette sagesse. Et toi, oui, toi qui m'écoutes en ce moment, je te pose cette question. Et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de subir, de te plaindre, de blâmer le système, tes parents, ton patron, la société? Quand vas-tu décider que ton futur financier mérite que tu lui consacres ne serait-ce qu'1 heure par semaine? Parce que franchement, la justice financière existe. Elle s'appelle patience, discipline, éducation et intérêt composé. Elle ne se manifeste pas en un soir comme dans mon cas exceptionnel, mais elle se manifeste toujours pour ceux qui font l'effort. Commence petit. Ouvre un livret A si tu n'en as pas. Mets 20 € de côté ce mois-ci. Le mois prochain, 25. Puis 30. Lis un livre par mois sur les finances. Écoute des podcasts. Suis des comptes Instagram éducatifs comme Finari ou Mon Petit Placement. Utilise l'appli Budget Insight pour visualiser tes flux. Dans 1 an, tu seras étonné du chemin parcouru. Le triomphe n'est pas dans la destination, mais dans la transformation. Je ne suis pas riche parce que j'ai hérité. Je suis riche parce que j'ai appris, compris, appliqué et surtout parce que j'ai refusé de laisser l'humiliation me définir. J'ai transformé la douleur en carburant, le doute en détermination et la traîtrise familiale en leçon de vie. 5 ans après ce réveillon de Noël qui a tout changé, je regarde en arrière et je souris. Pas avec mépris pour ceux qui m'ont rabaissé, mais avec gratitude pour le chemin parcouru. Chaque humiliation m'a rendue plus forte. Chaque doute m'a poussée à prouver le contraire. Chaque moment où je me suis sentie petite m'a donné envie de grandir. Alors si cette histoire t'a touché, si tu y as vu un bout de ton propre parcours, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que le meilleur investissement que tu feras jamais, ce n'est pas dans LVMH ou Total Energy, c'est en toi-même, dans ton éducation, dans ta confiance, dans ta capacité à rebondir. La vengeance ultime, ce n'est pas d'écraser ceux qui t'ont fait du mal. C'est de réussir si bien que leur opinion devient complètement insignifiante. C'est de construire une vie si belle, si libre, si authentique, que leur toxicité ne peut même plus t'atteindre. Et crois-moi, il n'y a pas de plus grande satisfaction que ça. Merci de m'avoir écouté. Merci à grand-père Armand, qui, même parti, continue de m'inspirer chaque jour. Et merci à toi, oui, toi, d'avoir pris ce temps pour cette histoire. J'espère qu'elle t'inspirera autant qu'elle m'a transformé. Maintenant, va construire ta propre réussite. Pas pour les autres, pour toi. Et n'oublie jamais, la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes. C'est qui tu deviens en la construisant. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, prends soin de toi et surtout prends soin de ton futur. Salut.